Bonjour à tous, votre émission est à Épinal aujourd'hui, Épinal dans le département des Vosges, en Lorraine bien entendu. Nos chroniqueuses sont sur le terrain pour vous faire découvrir Épinal et la région qui l'entoure bien entendu. Elena va nous faire découvrir le patrimoine étonnant d'Épinal, un moyen sans bouger d'ici de parcourir le monde. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors effectivement, se promener dans Épinal, c'est l'occasion de faire un petit tour du monde architectural. Si votre cœur balance entre l'Italie et la Chine, un indice derrière moi, suivez-moi, vous serez servi. Merci Elena, on se retrouve dans quelques minutes. Allons à la rencontre d'Hélène Gâteau, votre vétérinaire préférée, qui se trouve à mi-chemin entre Épinal et l'Alsace, dans les montagnes vosgiennes, pour nous faire découvrir la race de vache des Vosges, la vosgienne. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors commençons la journée par une magnifique carte postale avec cette vache de race vosgienne dans un décor qui rappelle en fait la couleur de sa robe. Je vais vous faire découvrir le GAEC du Vaxeux sur la commune du Tillot. C'est le GAEC avec l'effectif de vaches vosgiennes le plus important de France. À tout de suite. Merci Hélène, à tout de suite. L'invité de Midi en France aujourd'hui connaît bien sa région d'adoption. C'est une des voix de France Bleu Sud-Lorraine, c'est Jérôme Prodhomme. Il nous parlera évidemment avec beaucoup de cœur des alentours d'Épinal. Un autre qui connaît bien la région, mais lui est lorrain, il est lorrain de naissance, c'est notre camarade de France 3 Lorraine, c'est Régis Godu. Il va nous démarrer cette émission sur les chapeaux de roue. Oui Vincent, fidèle au poste et fidèle à Épinal, et c'est entré dans le langage courant, ne dit-on pas, c'est une image d'Épinal. Eh bien Vincent, l'imagerie est à Épinal ce que la dentelle serait à Calais. C'est la plus célèbre, mais aussi la dernière encore en activité dans le monde. Témoin d'une époque, voire même de plusieurs. Je dis cela car il faut remonter au XVIIIe et XXe siècle. L'imagerie d'Épinal joue un rôle primordial dans la transmission du savoir populaire. Ces images racontent tout simplement la vie quotidienne et nous apprennent des choses. Quand on parle des images d'Épinal, il faut aussi évoquer la légendaire fabrique Pellerin qui fut fondée en 1796. C'est là que seront conçues pour la plupart toute cette imagerie. Durant ces heures de gloire, l'imagerie d'Épinal ira jusqu'à fabriquer près de 13 millions d'images par an. C'est une quantité astronomique. Ah, c'est magnifique, c'est parfait. Bonne humeur ce matin. Bonjour Rémi. Bonjour. Ah, petit frisquet ce matin, à l'approche du déjeuner. Les Spinaliens sont là. Bonjour tout le monde. Ça va? Voilà, on est toujours à Épinal, vous l'avez compris, hein, sur la place des Vosges. Bien, mes amis, on va immédiatement retrouver Elena Morna, notre spécialiste de tourisme, ici même, à Épinal, cité des Vosges, aux allures asiatiques. C'est ça, Elena? C'est effectivement surprenant Vincent, regardez. Au détour des petites ruelles médiévales du centre-ville, vous tombez sur cette tour chinoise de 17 mètres de haut qui se trouve justement au pied du château d'Épinal. Alors cette tour, elle a bien failli disparaître et c'est 25 ans de combat, après ces 25 années, que Jacques l'a fait ressusciter. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Yuna. C'est étonnant une tour chinoise ici à Épinal quand même. Oui, étonnant, oui et non, puisqu'il y en a d'autres en France, de ces tours à l'imitation de la Chine. Il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, etc. Donc on n'est pas unique, oui. Mais c'est unique effectivement ici dans la région. C'est unique, c'est un peu fantaisiste, mais ça avait une utilité à l'époque. Oui, alors il faut se replacer dans le contexte du XVIIIe, XIXe siècle, dans les grands parcs privés ou publics, où il y a ce qu'on appelle un peu des folies, mais des kiosques qui sont des éléments généralement esthétiques. Et donc on se place là en 1807, donc tout est début du XIXe. Le propriétaire des lieux a besoin de monter dans son aménagement de jardin qui est au-dessus de la ville, autour du château d'Épinal. Et donc il se fait construire cette tour escalier englobée donc, dans un bâtiment chinois. Pour accéder à son jardin. Voilà. Alors, il y a quand même des détails qui nous montrent que c'est pas une pâle copie, hein, quand même, que c'est une vraie tour chinoise, comme on le faisait là-bas. Ah ben, nous avons des documents qui datent en particulier d'il y a 2 millénaires en Chine, qui montrent effectivement ce type de bâtiment existant en Chine. Avec les balustres, avec les mêmes détails. Avec les balustres, la seule différence, c'est que généralement, ce ne sont pas des essis de bois qui couvrent les avant-toits, mais ce sont des céramiques vernissées.
Alors, Joséphine de Beauharnais est venue ici. Vous m'avez d'ailleurs dit que si je grattais l'escalier, je trouverais un peu de son ADN. Mais il y a aussi un grand poète qui a fait hommage à cette tour. Alors, il y a aussi effectivement Alfred de Musset qui est venu au milieu du 19e siècle et qui en parle dans un de ses poèmes Sous la Lune, qui parle de la tour, effectivement, ici la tour chinoise de Monsieur Lormont, qui était le deuxième propriétaire. Alors peut-être que si vous aussi vous grimpez les 72 marches de cette tour chinoise, vous serez inspiré comme Alfred de Musset. Elle est ouverte au public aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Spinaliens l'utilisent pour passer du haut au bas de la ville. Merci Elena, à tout à l'heure. Je reçois notre invité de France Bleu Sud-Lorraine. C'est gentil comme tout. C'est Jérôme Prodhomme. Salut Bonjour, Jérôme. bonjour Vincent, bienvenue. ça va? Pas mal, pas mal. Alors, cette ouais. tour chinoise qu'on vient d'apercevoir, vous la connaissez forcément? Oui, elle est étonnante, hein, cette tour Ah oui. qui est bâtie comme ça le long du parc du château. Ça fait partie du petit grain de folie qu'on peut avoir de temps en temps ici dans l'Est. Faut pas croire, on n'est pas tout le temps les gens sérieux, qu'on veut bien dire. On aime bien se marrer. Et je pense que le gars qui a eu l'idée de cette tour était un homme qui aimait bien Un plaisantin. s'amuser. Voilà. Un plaisantin, mais moi j'aime bien justement dans les villes d'avoir des points de repère en même temps, parce que dans une architecture qui est assez homogène, tout d'un coup d'avoir des jalons comme ça, des petits monuments qui sortent, c'est aussi ça le sel de nos visites à travers toute la France. Alors vous connaissez bien cette région, mais vous êtes normand d'origine. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les Vosges? J'ai envie de dire quels sont les atouts de cette région? Moi, je trouve que ce sont les gens. C'est-à-dire que ça fait un peu bateau de vous dire ça, mais l'avantage des Vosgiens sont des gens qui font les choses bien sans se prendre au sérieux. Ils ont toujours un petit côté pince sans rire comme ça. Ils vous font des choses extraordinaires, des nappes, du textile, du matériel de cuisine, du bois, des meubles, en n'ayant pas l'impression de faire des choses extraordinaires. On va retrouver Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui est à quelques kilomètres d'Épinal, dans un élevage qui possède le plus grand troupeau de vaches vosgiennes au monde, donc de l'univers. Oui Vincent, alors les élevages de Vosgiennes se trouvent essentiellement sur le massif vosgien en France. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le GAEC du Vaxeux, qui est le plus grand élevage de vaches laitières de race vosgienne en France. 70 vaches laitières, à peu près autant de génisses. Je retrouve tout de suite Nicolas, vous êtes éleveur dans le GAEC. La Vosgienne, elle a failli disparaître. Début du XXe siècle, on avait 100 000 individus. Années 70, il en restait à peu près que 1000. Que s'est-il passé? Que lui est-il arrivé à cette vache? Eh bien, les soldats les ont mangés. La ligne de front de 14-18 s'est durablement installée sur le massif et il a fallu nourrir pendant des années des centaines de milliers de soldats. Oui. Donc les animaux ont été prélevés dans les troupeaux qui étaient des troupeaux de Vosgiennes à l'époque. Et dans les années 50, eh bien c'est pareil, il y a un nouveau visage de l'agriculture qui a été responsable de sa disparition aussi. Oui, il y avait une volonté du ministère de l'Agriculture de se cantonner à une race laitière et une race à viande, au détriment de toutes les races à faible effectif qu'on a tenté de faire disparaître. Alors elle a résisté comment, la Vosgienne? Elle a résisté parce que un noyau d'éleveurs alsaciens de la vallée de Münster ont su conserver un noyau de vaches vosgiennes en cachant des taureaux pour que la reproduction puisse continuer à se faire et en gardant des vaches dans leurs étables. Et donc un plan de sauvegarde a ensuite été mis en place. Vous y avez participé en vous installant en 1982. Cette race vosgienne, elle se fond véritablement dans le décor, avec sa robe particulière, sa ligne de dos qui est toute blanche, sa robe qui est mouchetée. Quelles sont ses autres caractéristiques physiques? Eh bien, c'est une excellente marcheuse. Elle a les onglons noirs, des onglons durs qui lui permettent de franchir les obstacles, de se déplacer sur des chemins caillouteux et d'aller chercher elle-même sa nourriture, son herbe, puisque nos animaux sont nourris quand même essentiellement avec de l'herbe. Ces autres caractéristiques physiques, c'est au-delà des onglons qui sont noirs, toutes les extrémités sont noires. Vous voyez le museau, les oreilles, le tour des yeux, toutes les muqueuses et puis également les trayons. Mais vous, c'est véritablement la rusticité qui vous a fait choisir cette race. Oui, c'est vraiment son principal intérêt. On fabrique du Münster, qui est un fromage d'AOP, et c'est la meilleure manière de l'enraciner au terroir, c'est de le fabriquer avec du lait d'une vache d'ici. Et voilà, l'image d'Épinal des Vosges, c'est aussi, elle, cette race vosgienne. Merci Hélène, on se retrouve tout à l'heure. Alors Jérôme, cette vache vosgienne, elle vous change vraiment de vos vaches normandes? C'est sûr que il faut pas croire, toutes les vaches sont pas les mêmes, Vincent. Il y a un moment, Ah non, alors elles là, ont non. leur subtilité, leur différence. La vache vosgienne, elle a ce petit trait d'eyeliner
qui la rend un peu Sexy. branchouille. Voilà, sexy si on veut. Elle a pas les taches pareilles. La normande, je crois qu'elle est un peu plus, elle se lâche un peu plus. Elle les met un peu où elle veut. Quoi, les tâches? Les taches, oui. Après, je suis pas vachologue, hein, mais j'aime bien les deux, moi. Alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle partage le fait d'avoir des laits de qualité exceptionnelle. C'est vrai. Hein, puisque pour ce qui est du Jérômé ici, on va dire, évidemment, on a cette Vosgienne. Et puis pour tous les fromages et le beurre en Normandie, la Normande est inégalée. Elles font un beurre bien gras, elles font un lait gras, et ça, on les redécouvre d'ailleurs pour ces qualités-là. Régis, on va aller du côté de Rambervillers. Ouais, Rambervillers, c'est une des communes de l'arrondissement d'Épinal, à peine 30 km. Elle compte plus de 5400 habitants, des Rambuvetais et Rambuvetaises que l'on salue. Au milieu coule une rivière, elle s'appelle, elle, la Mortagne. Rambervillers révèle un patrimoine bâti étonnant, avec bien entendu des maisons en grès rose des Vosges, c'est indispensable. L'hôtel de ville est d'époque Renaissance. Son église, elle, l'église Saint-Libert, elle est de style gothique, également construite en grès des Vosges. Rambervillers est une ville fortifiée, entourée de 24 tours médiévales. C'est dire si se balader dans Rambervillers, c'est à coup sûr remonter le temps. Mais attends, si je me trompe pas, autant Mirecourt est connu pour ses luthiers, autant Rambervillers est connu pour ses facteurs d'orgue, non? Ah oui, complètement, puisque c'est complètement lié à cette ville-là. C'est plus de 2 siècles et demi d'histoire, de métier d'art et de savoir-faire. La manufacture d'orgue de Rambervillers a été fondée en 1750. C'est l'une des plus anciennes au monde à être encore en activité. Elle est le cadre privilégié où se sont exprimées des générations d'artistes et de facteurs d'orgue à l'origine de sa renommée. Depuis mars 2007, Yann Michel et Sylviane Rochotte, tous deux originaires du secteur de Rambervillers, président aux destinées de cette prestigieuse maison. Des instruments fabriqués dans cette manufacture se trouvent aujourd'hui dans des cathédrales de Chartres, Bordeaux, Troyes, mais aussi l'église de la Madeleine et aux Invalides. On retrouve même un orgue qui vient de Rambervillers, qui a été fabriqué à Rambervillers, à Hanoï, au Vietnam. Un orgue à Hanoï. Tout à fait. Ah oui, bah ça doit Et vient changer Rambervillers. de la musique traditionnelle vietnamienne, c'est sûr. On va tout de suite retrouver Elena Morna qui est toujours en promenade dans les rues d'Épinal. Elle nous fait découvrir, cette fois-ci après la tour chinoise, un autre bâtiment, mais d'inspiration italienne cette fois. C'est ça, Elena? C'est vrai, Vincent. Épinal est vraiment surprenante. Vous vous souvenez tout à l'heure, nous étions en Asie, dans cette tour chinoise, à moins d'1 kilomètre d'ici. Et regardez, je vous invite maintenant vers un petit bout d'Italie, devant cette formidable villa romaine. Alors vous imaginez, nous sommes au 19e siècle, et une certaine Madame Morel-Leclerc, une riche héritière, fait un petit caprice. Et ce caprice, c'est Véronique qui nous en parle. Bonjour Véronique. Bonjour Elena. Racontez-moi cette histoire de Madame Morel-Leclerc qui veut un bout d'Italie à Épinal. Et oui, donc c'est une riche héritière, elle possède une fabrique de pâtes et elle va passer une partie de sa fortune à se faire construire cette magnifique villa. Donc on a derrière nous une villa inspirée de Pompéi parce que elle a la connaissance des fouilles à Pompéi comme tous les riches personnages du 19e siècle. Et donc elle va faire appel à Boussard qui est un architecte parisien pour faire construire cette magnifique villa. Alors, elle n'est pas tout à fait italienne, cette magnifique villa. Non, il va être obligé de l'adapter. On est dans les Vosges tout de même. Donc, il va installer des cheminées et il va aussi mettre du verre sur les atriums pour les protéger du froid et de l'humidité. Alors, cette villa, elle va être habitée par Madame Morel-Leclerc pendant 10 ans. Ça va être une période très faste avec de nombreuses fêtes. Et puis, cette dame, elle est ruinée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la maison est vendue aux enchères et la ville la rachète en 1902. Elle la termine aussi parce que Madame Morel-Leclerc n'avait pas pu la terminer et elle va donc terminer de construire le jardin d'hiver qui va abriter la bibliothèque. Donc une bibliothèque avec de magnifiques boiseries en chêne qui viennent de l'abbaye de Moyenmoutier, saisies au moment de la Révolution. Et donc dans ces magnifiques boiseries, évidemment, des trésors de livres imprimés mais aussi incunables et aussi manuscrits. Alors cette bibliothèque aujourd'hui, elle a été transférée, elle est toujours à Épinal. Vous pouvez d'ailleurs la visiter, en profiter. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on faisait un petit tour du monde en se promenant à Épinal. J'avais pas menti. Et nous, on va prendre de la hauteur au-dessus de cette belle ville d'Épinal, Régis, si tu veux bien.
Oui Vincent, on va prendre un peu de hauteur avec une basilique. Elle est à 2 pas, moi je la vois, elle est juste derrière. C'est la basilique Saint-Maurice d'Épinal, un édifice religieux construit entre le 11e et le 13e siècle. Elle est magnifique cette basilique avec ses influences multiples, un style rhénan pour son beffroi, une nef bourguignonne, un chœur et un portail gothique. Elle est devenue basilique récemment, en 1933 seulement. Oui, tout à fait. Elle est belle à l'extérieur, elle est aussi riche à l'intérieur, avec un mobilier et un statuaire impressionnant. Il faut vraiment y entrer pour découvrir ce véritable trésor, cette perle architecturale d'Épinal. Jérôme, et cette pierre, ce grès rose magnifique. Ouais, c'est le grès rose des Vosges. On le croise aussi beaucoup en Alsace, évidemment, de l'autre côté des montagnes. Ici, il a un côté presque un peu caramel. Il est un peu moins rose, blond, je trouve. Voilà. Elle est très jolie cette basilique, notamment au moment de la Sainte Fleur. Quand on pique des fleurs dans le tympan roman, c'est assez joli. Et puis moi, j'aime bien son côté un peu intime. Ça, c'est la marque du roman. Quand on rentre dans l'église, on rentre en soi, et ça, c'est vraiment. Il y a une humilité. Ouais, voilà, on y va tranquille. C'est l'anti-gothique. Voilà, c'est en soi-même, on descend au fond de soi-même, je dirais même. Merci Jérôme. On va retrouver immédiatement votre vétérinaire, Hélène Gâteau, toujours dans son élevage de vaches vosgiennes. On dirait que c'est l'heure de la tétée pour les veaux. Oui Vincent, et je vais profiter de ce moment pour aller à la rencontre de la relève de l'élevage de Vosgiennes dans lequel je suis. Alors quand je parle de relève, je parle bien évidemment des petits veaux qui viennent renouveler le troupeau de Vosgiennes, mais aussi d'Albert qui n'est autre que le fils de Nicolas. Vous êtes aussi éleveur, alors là c'est l'heure de la buvée pour les petits veaux. Quel âge ont-ils ? Celui-là, il a entre 15 jours et 3 semaines. Ils ont des petits noms aussi, j'ai l'impression, dans tout l'élevage. Oui, cette année c'est l'année du haut, alors celle-là s'appelle Ophélie et celle qui est derrière s'appelle Ovale. Alors là, ce que vous êtes en train de leur donner, ce n'est pas du lait en poudre comme on le voit dans beaucoup d'élevages, mais le lait qui provient de vos vaches laitières. Pourquoi ce choix ? On a fait ce choix parce que c'est une contrainte réglementaire du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et vous êtes passé en agriculture biologique il y a peu, il y a seulement 3 mois. Pourquoi avez-vous fait ce changement ? On a fait ce choix-là parce qu'on avait des pratiques qui étaient très proches de l'agriculture biologique et aussi parce qu'on avait de la demande de la part de nos clients pour du fromage bio. Alors, au-delà du lait du troupeau à donner aux petits veaux, quels autres changements avez-vous dû faire pour être en agriculture biologique ? Donner à manger à nos animaux des céréales qui étaient issues de l'agriculture biologique et puis bien sûr continuer à les faire pâturer tout au long dès qu'on peut, quoi. Alors, vous venez de terminer il y a peu de temps vos études, Albert. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui dans l'enseignement agricole, justement, par rapport à un nouveau visage peut-être de l'agriculture, de l'élevage ? C'est sûr que le discours de l'enseignement agricole a beaucoup changé ces dernières années par rapport à ce qu'on a pu apprendre aux paysans il y a 30 ou 40 ans, qui était vraiment un discours productiviste. Là, on nous apprend plus l'ouverture d'esprit vers des races rustiques, des races herbagères, le pâturage et pourquoi pas l'agriculture biologique. Donc c'est à la fois un bien pour votre métier d'éleveur, pour les animaux et pour le respect de la nature. Ça correspond à votre vision, vous, du métier d'éleveur ? Oui, c'est sûr que j'imaginerais pas, par rapport à mes convictions personnelles, travailler autrement que ça. Oui. Avec des races rustiques et dans un environnement, dans une agriculture biologique. Alors si vous voulez rencontrer Albert et son père Nicolas ou venir acheter du Munster, eh bien n'hésitez pas à venir ici au GAEC du Vaxeux sur la commune du Tillot. Merci beaucoup Hélène. Et j'ajouterais qu'on peut retrouver les éleveurs des vaches vosgiennes tous les samedis sur le marché d'Épinal. Voilà, c'est bon à savoir pour ceux qui passent dans le coin. Et on se retrouve très vite. Allez, bonne journée.